Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Hé! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Alors, bienvenue dans PCA Podcast. On va accueillir Michel. Comment vas-tu, Michel? Ça va super. Bon, ben, tant mieux. Je vois que tu as un grand sourire. Alors, je précise que ce podcast est fait à distance parce que, alors, tu es guadeloupéenne, donc Oui. tu me répondras dans qui es-tu, mais euh, tu vis à l'extérieur de la Guadeloupe. Donc, c'est un épisode un peu hors série parce que généralement, on sait que PCA Podcast, c'est pour les gens qui font des choses au pays. Mais je pensais que c'était important de pouvoir discuter avec toi parce que tu as des choses à dire sur, sur la Caraïbe et même sur ta terre natale de Guadeloupe. Donc, voilà. Donc, première question, comme d'habitude, qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Michel Martineau, j'ai bientôt 30 ans, je suis originaire de la Guadeloupe et je suis actuellement doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Ça va faire bientôt 6 ans justement que j'ai quitté la Guadeloupe pour le Canada. Avant cela, j'ai eu une licence en droit et une maîtrise en droit public que j'ai effectuée à Fouillol, donc à l'Université des Antilles. Et étant donné que j'étais arrivée à un stade où je voulais poursuivre mes études, mais les conditions ne me permettaient pas de pouvoir continuer en Guadeloupe et même en France d'ailleurs, donc je me suis dit on va aller en Amérique du Nord, mais plus précisément au Canada où je sais que j'aurai plus d'opportunités, notamment si je veux bâtir une carrière à l'international. Tu as envie de rester là-bas ou tu as envie de revenir au pays? Alors, on me pose toujours cette question-là. C'est sûr que pour le moment, je ne me vois pas rentrer de suite. Alors, rester au Québec toute ma vie, ça c'est sûr que c'est non. Peut-être me rendre dans une autre province, par exemple à Ontario ou même à l'ouest du Canada, pourquoi pas, ou même dans un autre pays. Mais je sais que pour le moment, j'ai encore des choses à faire à l'extérieur avant de pouvoir rentrer. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, je sais que je rentrerai tôt ou tard. Ok. Pourquoi avoir choisi la science politique? Alors, je pense que ça partirait de mes études que j'avais fait en droit. Au départ, je voulais faire du droit international. Je voulais poursuivre dans cette voie-là, mais je trouvais que c'était un petit peu trop limité. Moi, je suis quelqu'un, j'aime mélanger l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc. Et je trouvais que dans les sciences politiques, même si c'est sûr que ça reste une branche bien précise, mais qu'on pouvait inclure ces aspects-là, soit par exemple dans le cadre d'un devoir, de mémoire ou d'une thèse. Et j'avais le sentiment d'avoir cette liberté de penser et de poser sur papier mes idées, contrairement au droit où on est très attaché à la loi, oui, telle loi qui dit ça, etc., etc. Je voulais aller au-delà de ça et je me disais que justement que la science politique, ce serait le meilleur moyen pour moi de mettre à contribution mes idées. On va commencer par l'autre question. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu as créé Identité Caraïbe, donc c'est une page Instagram, enfin, un site. Mais bon, moi, je suis surtout davantage sur Instagram. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs podcasts. Donc, au moins maintenant, les gens sauront pourquoi j'en parle et qu'est-ce que j'aime dans Identité Caraïbe. Pourquoi avoir créé Identité Caraïbe? Alors, en fait, tout partait justement de mes études. Donc, quand j'étais arrivée à l'UQAM, donc c'est l'Université du Québec à Montréal, où, que ça soit au niveau de ma maîtrise ou même au niveau de mon doctorat, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de plateformes ou de sites spécialement dédiés à la Caraïbe dans le monde universitaire québécois. J'avais beau essayer de trouver des ressources par-ci, par-là, il fallait à chaque fois que je me, entre guillemets, rendre à l'extérieur, donc c'est-à-dire que j'emprunte des livres, soit par exemple à l'Université des Antilles ou même aux États-Unis qui parlaient du cas de la Guadeloupe,
Et même au niveau des centres de recherche, il n'y a aucun centre de recherche dédié aux études caribéennes au Québec. Si je vais à Toronto, c'est sûr que je vais trouver. Ça m'a interpellée. Donc, je me suis dit, étant donné que moi, je ne peux pas mettre en avant, je ne peux pas créer justement un centre de recherche parce que je ne suis pas qualifiée pour ça pour le moment. Donc, autant utiliser des moyens très simples. Donc, ce sera Internet. Je sais construire un site, pas de problème. Et donc, de là, avec l'aide de mes amis, ma famille qui m'ont poussé, je me suis dit, écoute, on va se lancer. Et puis, le 27 mai 2020, j'ai lancé Identité Caraïbe justement dans le but non seulement de vulgariser mes connaissances et recherches historiques liées à la Caraïbe, mais essayer quelque part aussi un peu de combler ce manque que j'avais constaté dans le monde universitaire québécois. C'est intéressant que tu parles d'un an parce que moi, on m'avait répondu qu'il y aurait eu un cadeau ou un concours, mais on attend toujours. Je précise que nous sommes en juillet. Voilà. Ça Donc, sent bien, voilà. ça sent bien. Alors, quelles sont tes attentes par rapport à Identité Caraïbe? Alors, moi, ce que je veux surtout, moi, je pense que tu as déjà vu, hein, je publie pas beaucoup, mais lorsque je publie, je veux que ça marque l'esprit des gens. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux chercher des sujets que justement le public n'a pas l'habitude d'entendre. Moi-même aussi, ça me permet de découvrir certains sujets et que justement ces personnes aient la possibilité déjà de savoir qu'est-ce qui s'est passé à telle époque, et que moi, par la suite, donc à la fin de mes articles, je mette des références bibliographiques pour que si les gens veulent aller un peu plus loin dans leur réflexion, qu'ils puissent avoir accès à certains ouvrages, soit en accès libre sur Internet ou qu'ils peuvent le commander sur Amazon ou autre. C'est sûr que, par exemple, lorsque j'ai parlé du massacre de 1937 en Haïti ou encore de la communauté syro-libanaise en Guadeloupe, peut-être qu'on va revenir là-dessus, j'ai eu énormément de retours positifs parce que les gens ne s'attendaient pas à déjà connaître cette partie de l'histoire caribéenne, mais ils ne savaient pas du tout, en fait. Et moi, ça m'a marqué parce que je me dis que oui, alors c'est certes que j'ai cet avantage en étant chercheuse universitaire, donc avoir accès un peu plus facile à certaines données, mais je me rends compte effectivement que la population lambda, qui peut-être n'a pas forcément le temps de lire ou autre, n'a pas cette possibilité d'avoir accès à ces données-là. Donc, moi, j'utilise ma position en tant que chercheuse pour les amener vers ces données-là et puis après, ils puissent en faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est intéressant que tu en parles parce que c'est un article que j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris parce que, après, on va pas forcément revenir que sur ça, mais bon, on a beaucoup appris l'histoire française de Clovis, de Jeanne d'Arc, Ouais. très peu de notre histoire, donc ça reste toujours super intéressant de savoir comment les Libanais sont arrivés aux Antilles et comment Mhm. ils ont réussi à se faire, à être complètement dans notre communauté. Mhm. Tu es actif sur Instagram, Facebook, Twitter. Pourquoi tu n'as pas choisi un seul média? Je me dis tout simplement que si je veux attirer le plus de visiteurs, d'abonnés que possible, une plateforme ne suffit pas. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui se trouve sur Facebook, qui ne se trouve pas sur Instagram ou encore sur Twitter. Donc, autant, même si je sais que c'est très des fois difficile à gérer par manque de temps ou autre, mais avoir cette possibilité d'atteindre le plus de visiteurs et le plus de public possible pour avoir le plus de visites, que ce soit sur mon blog ou autre, en fait. C'est surtout pour ça. Au début, c'était pas prévu, mais au début, quand tu as lancé ton blog, tu t'attendais à combien de visites par mois à peu près? Ouh, pas grand-chose, hein. Je me disais, ah, si c'est 10, c'est très bien. Mais je ne pensais pas qu'au fil du temps, que les gens se seraient vraiment intéressés à mes longs articles. Je sais qu'ils sont des fois très longs, mais je ne pensais pas que les gens auraient autant accroché à mes articles et ça me fait énormément plaisir. Alors, c'est sûr que, par exemple, pour le cas d'Instagram,
moi, je vais créer, par exemple, des posts carousel pour un peu simplifier la chose parce que je sais que justement, il y a des gens qui n'auront pas le temps de lire mes articles, donc ils auront l'essentiel des informations. Donc ça aussi, justement, le fait d'être sur plusieurs plateformes, ça permet un peu de diffuser, par exemple, mes articles, de les regrouper, de les recouper, et pour pouvoir justement continuer la diffusion après s'ils veulent aller pour avoir des informations plus poussées. Mais, ouais, mais sur Twitter, ça doit être pire. Ah oui, c'est Twitter. Alors, Twitter, j'utilise Twitter uniquement pour relayer l'information, partager des articles scientifiques ou autres. Mais c'est sûr que si dans le cadre du blog, moi, je dis juste, allez, le nouvel article est sorti, rendez-vous sur Identité Caraïbe, et puis voilà. Euh, Pour d'identité caraïbe, tu as choisi une phrase de Amin Maalouf, un franco-libanais, qui a reçu un prix Goncourt, donc c'est un prix littéraire, et qui est depuis à l'Académie française. Pourquoi tu as choisi cet homme et pourquoi cette phrase? Alors, c'est sûr que moi, j'ai pas forcément regardé. J'avais déjà un peu des connaissances sur ce monsieur, mais je me suis pas dit, ah tiens, je vais prendre une phrase de ce monsieur parce que telle chose, telle chose. En fait, c'est la citation qui m'a parlé le plus parce que je pars du principe que justement l'identité, c'est pas quelque chose de figé. Ça évolue, ça se construit avec le temps, etc. Donc prendre l'identité pour un fait acquis, moi, ça passe pas. Donc, c'est sûr que c'est plus la citation d'Alain Malouf qui m'a frappé plus qu'autre chose. On continue sur les franco-libanais. Mhm, Alors, il y a une grosse communauté libanaise en Guadeloupe. mhm, Comment tu vois la situation du Liban et de l'intervention de la France, qui est pas très capable de gérer son pays, et, mhm, qui est d'ailleurs très incapable, mais, euh, mais qui va là-bas, qui explique qu'est-ce qu'il faut faire financièrement, tout ça. Et mhm, aussi, en deuxième partie, qu'est-ce que tu penses de la situation financière du Liban? Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Liban avait un SMIC d'environ de 632 euros. Aujourd'hui, il est au niveau du Bangladesh parce que c'est en bank run. Alors, une bank run, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les banques ne puissent plus livrer de l'argent parce mhm, qu'elles sont quasiment faillites. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent à chaque citoyen, bon, ben, toi, tu as droit, si tu as deux enfants, tu as droit à 400 euros par semaine. Et toi, si tu as, je sais pas, si tu es célibataire, ben, tu as droit à 100 euros. Point final. C'est ça une bank run. C'est pour ça mhm, qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Et le SMIC du Bangladesh est à 162 euros, et 162 dollars. mhm. Et sans oublier que là, en ce moment, ils subissent une inflation de 150% sur les prix. Donc, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme. Donc, Énorme. qu'est-ce que tu penses déjà de la situation du Liban et ensuite de sa situation économique? Alors, c'est sûr que pour avoir justement étudié le cas du Liban, de la communauté libanaise aux Antilles, donc, quand j'ai refait un peu la chronologie des 5 grandes migrations, j'étais arrivée à me poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une 6e migration liée à toutes ces problématiques politiques, économiques, sociales au Liban? Alors, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, même si j'ai un sentiment que d'ici quelques années, c'est quelque chose qui risque d'arriver fortement. Mais la situation au Liban, pour moi, elle est catastrophique, hein. Avant, on voyait le Liban comme étant, comment on appelle ça, pas Monaco, mais ils avaient une expression très particulière, je ne me rappelle C'est plus. vrai. On disait que c'était le petit, pas le petit Témi ou un truc comme ça, mais c'est vrai que oui, je vois de quoi tu parles. En gros, Voilà, que c'est un endroit assez riche, assez. tout à fait. Mais toutes ces questions liées à la corruption, au clientélisme, liées aussi aux questions de religion, comment on appelle ça encore? J'en ai parlé, je ne l'ai plus en tête. Mais la politique libanaise, elle est très basée à la fois sur la religion, donc entre les musulmans et les chrétiens, C'est un peu quoi, etc. comme l'Iran? Ouais, à peu près. Donc, c'est-à-dire que le premier ministre, il doit être de telle confession, le président doit être de telle confession. En fait, Ah. c'est très complexe, justement. Ce qui fait qu'il y a une communauté religieuse qui est plus avantagée
par rapport à une autre. Donc, pour comprendre cela, il faudra revenir sur le tout premier article que j'ai écrit. Donc, toutes ces questions-là fait qu'il y a une petite communauté qui détient, en fait, une grosse, la plus grosse richesse du pays. Ce Ça qui fait fait comme qu'il y a... les Hutus et les Tutsis au Rwanda, non? Alors, c'est sûr que Hutu et Tutsi, c'est lié à l'ethnie. Là, on est au niveau de la religion. Mais si on regarde, oui, d'un aspect économique, je dirais, ouais, on peut se rapprocher de ça. Mais c'est sûr que toutes ces questions-là font qu'il y a de fortes inégalités, beaucoup de corruption, comme je le disais. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, la population, elle est asphyxiée. Donc, on a connu, mais il y a eu plusieurs, justement, manifestations au cours des années 70, 80, etc. La guerre civile, notamment avec Israël, la Syrie, etc. Donc, tout l'aspect géopolitique ne fait qu'empirer les choses. Donc, ça aussi, ça a accéléré ces différentes vagues de migration à l'étranger. Mais c'est sûr que, étant donné que là, le problème, il est interne, les Libanais se sont réveillés, se sont soulevés, je dirais, en 2019, justement par rapport, je crois, à une augmentation des appels WhatsApp, etc. Et de là, la population s'est soulevée et donc ça a entraîné d'autres revendications. Il y a eu l'explosion du 4 août aussi, donc d'ailleurs, ça va faire bientôt 1 an. Pour moi, c'est vraiment je dirais pas un exemple, mais c'est vraiment l'illustration même de la situation actuelle au Liban. Alors maintenant, on entend ce qui se passe, certaines familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, ne serait-ce que pour acheter un pain, c'est une fortune. Moi, je me dis, mais sincèrement là, c'est gravissime. Je n'aurais jamais pu penser qu'on serait arrivé à un tel niveau, en fait. C'est ça. Alors, sur la situation du Liban, je savais déjà qu'ils allaient couler. Pas parce que je suis devin, mais parce que j'avais regardé une vidéo de Pierre Jovanovic, qui est un économiste en France, et qui expliquait 2, 3 mois avant déjà que les banques au Liban allaient couler, simplement aussi parce que elles avaient un souci, c'est que, comme tu expliquais tout à l'heure, vu que c'était considéré, allez, on va dire comme le petit Monaco, c'est pas ça l'expression, mais on va Ouais, dire ça, c'est le vrai. petit Monaco, ce qui se passait, c'est que il faut savoir que, parce que les gens suivent l'économie, mais depuis 3, 4 ans, on est en. Les, la rentabilité est inversée. C'est-à-dire que, bon, normalement, une banque, quand elle prête, voilà, on est au taux négatif, voilà, le mot que je cherchais. OK. On est au taux négatif depuis 3, 4 ans. Donc, beaucoup de pays, exemple, la France, quand elle emprunte, en moment, la France empruntait à moins 0,1%. OK. Donc, on a compris, pour caricaturer, si la France emprunte 1 million, elle rembourse 900 000. Ça n'a aucun sens dans le côté capitalisme. Mais bon. Mm. Et enfin, bref. Et pour revenir sur le Liban, eux, au lieu de s'ajuster, ils ont continué à donner aux gens les contrats qu'ils avaient signés au début. C'est-à-dire, si tu avais dit, exemple, que ton PEL t'aurait rapporté 5%, ben, ils ont continué à donner 5%. Sauf que la situation n'a pas été tenable. Donc ça a mené à ça. Et puis, ben, je te rejoins. En plus, sur la situation géopolitique, c'est encore compliqué. Ah ouais, Tout ouais. ça, donc, tout ça mélangé a fait que ben, le Liban est tombé. Et là, sincèrement, je ne sais même pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Moi, je n'ai aucune idée là-dessus. Wow. Alors on s'en sort toujours des crises. Mhm. Mais là, sincèrement, je n'ai aucune piste de réflexion sur ça. Pour revenir encore sur ton blog, comment tu choisis tes sujets? En fait, je parle de mes connaissances. Donc, c'est en trifouillant. Des fois, je m'amuse à regarder ce qui se passe dans la Caraïbe. Surtout que je suis très férue d'histoire, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai toujours voulu m'attarder sur le cas de la Caraïbe parce que justement, c'est une région qu'on parle très peu. Et je me dis qu'il y a de quoi travailler, il y a de quoi faire. Donc, tout simplement, je pars de mes connaissances et à partir de là, ce que je fais, c'est que je vais par contre chercher des articles scientifiques pour appuyer mes réflexions. Et donc, à ce moment-là, je construis
mon article. Donc, c'est sûr que je pars de la presse, mais je m'appuie surtout sur des références bibliographiques poussées pour appuyer mes réflexions et donner un article relativement complet. Je ne peux pas tout aborder, mais au moins donner l'essentiel. Non, mais c'est déjà ça. Après, chacun a son rôle. Le plus important n'est pas forcément de se dire qu'il n'y a pas, mais c'est déjà de faire une part du il n'y a pas. C'est ça, Bon. c'est ça. Euh, Combien de temps ça te prend pour bosser sur un sujet? Ça dépend de la complexité. Moi, par exemple, pour le cas de la communauté indo-guadeloupéenne ou du massacre de 1937 à la frontière haïtiano-dominicaine, ça m'a pris, allez, je dirais, une semaine pour écrire et après faire le backup, le check-up et tout. Donc, allez, une semaine et demie, 2 semaines, grand maximum. Par contre, pour justement la série sur la communauté syro-libanaise aux Antilles, là, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Au total, quand je regarde, j'ai sorti 3 grandes parties. Ça m'a pris, allez, 2 mois. Le temps déjà de comprendre d'un point de vue historique, donc les 5 grandes migrations, voir ce qui s'est passé, essayer de regrouper le tout, simplifier la chose, ensuite passer à la deuxième partie, etc., etc. Là, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Alors, c'est sûr que des fois, on est fatigué, on a envie de faire autre chose, mais je me dis que le public attend. Moi-même, j'ai envie de donner le maximum de moi-même. Donc, même si ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je veux qu'à la fin, le résultat il soit au top. Donc, c'est ça. Ça dépend en fait de la complexité du sujet. Alors là, on va rentrer dans la politique internationale. Avant de parler de politique dans le Caraïbe, comment tu vois la politique dans l'Occident? Exemple, Biden, Poutine ou Xi Jinping. Alors pour le dernier, je ne parle pas le mandarin couramment, donc je n'ai pas la bonne prononciation, ça je le sais. Mais bon, tu as compris, on parle du président chinois. Donc alors, Ouf. La politique étrangère, notamment au niveau des relations ou même de chez toi, hein. Ou même de chez toi, au j'oublie Canada, Trudeau, voilà, Presque Trudeau. plutôt. Je dois t'avouer que je regarde ça avec beaucoup de distance. Je suis beaucoup dans l'attente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges verbaux entre les différents dirigeants, mais je me dis, est-ce qu'on va arriver à un moment donné à ce qu'il y ait des actions, etc., etc. C'est beaucoup de oui, tu m'as dit ça, moi je te réponds de telle façon, etc., etc. Mais pour l'instant, je ne vois pas actuellement de changement imminent. C'est sûr que l'un compose avec l'autre, donc que ce soit au niveau des États-Unis, du Canada, de la Russie, c'est quelque chose qu'il faut observer. Je regarde notamment avec justement la situation sanitaire un peu et tout, l'industrie pharmaceutique, etc. et tout. Mais je n'ai pas d'appréhension, de grosse appréhension sur la politique en Occident. C'est quelque chose quand même à surveiller. Mais en même temps, je trouve que c'est une politique qui se fragilise de plus en plus, notamment autour de la notion de démocratie. On va parler de oui, la démocratie existe, etc. Mais lorsqu'on prive les individus de certaines libertés, etc., qu'on impose certaines choses, soi-disant dans un pays démocratique, là, je me pose la question, est-ce qu'on arrive justement à la fin de cette définition de la démocratie qu'on nous a toujours présentée depuis des années? D'ailleurs, je sais qu'il y avait un politologue qui était venu justement à mon université en 2009-2020 qui avait déjà lancé cette réflexion-là. Donc, c'est surtout ça qui me... C'est autour de cet aspect-là de la notion de la démocratie. Là, j'aimerais bien justement avoir un peu plus d'infos et puis me renseigner un peu plus là-dessus parce que je pense que la politique internationale joue aussi quelque part autour de cet aspect-là.
C'est intéressant que tu en parles. On a parlé de ça avec Fanny Chouchou. Qu'est-ce que la démocratie? Est-ce qu'on est en démocratie? Donc, Mhm. elle m'expliquait que oui, quand même, etc. Alors, moi, je suis pas forcément pour. Moi, j'estime que... alors, je suis très, très stupide. Donc, moi, je vais dans le Non. Larousse et je regarde qu'est-ce que le mot démocratie. Donc, c'est pouvoir du peuple. Pouvoir du Mm. peuple, je prends un exemple banal. Si demain, moi, je veux, PCA Podcast, on veut faire passer une loi, ben, c'est pas possible parce Ah, d'accord. que on a trouvé le mot de démocratie représentative. Alors qu'à la base, c'était pas ça le concept. Le C'est concept, ça. c'était que les gens décident eux-mêmes. Aujourd'hui, on nous explique que, voilà. Je prends l'exemple de l'Angleterre parce qu'on parle de politique internationale. Mhm. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec l'Angleterre, c'est des débats que j'ai déjà eu avec des amis, mais ce que je leur dis, c'est que c'est pas grave que l'Angleterre se trompe, parce que c'est le peuple qui a choisi de sortir de l'Union européenne. Tout Donc, à fait. qui coule pas, etc., ça reste pas notre problème, ça reste un choix d'adultes. Mhm. Et on voit, exemple, avec la Suède, qui est un pays qui n'a jamais pris de restrictions sanitaires, Mhm. d'accord? Et qui a simplement, et les gens disent, oui, mais les Suédois, ils ont fait tout seuls du télétravail, certains ont porté les masques, ils ont mis des jauges tout seuls, etc. Ouais. Ben, parce que peut-être que quand on habitue les gens à les traiter comme des adultes, Mm. ben, ils se comportent comme des adultes. Mhm. Alors que chez nous, surtout en France, c'est un pays qui est hyper répressif. Je prends un exemple qui me fait assez sourire souvent. On n'a pas les meilleurs chiffres en termes de mortalité routière. Pourtant, Mhm. on est un pays hyper répressif. Ouais. On peut prendre un exemple banal. On mange au volant, amende. Tu conduis sans chaussures, amende. Tu as des tenues. Il y a tout ça. Alors que, je prends l'exemple en Allemagne. En Allemagne, il y a des portions de route qui sont illimitées. C'est-à-dire qu'on peut OK. rouler à 500 km/h comme on veut. Mhm. Et pourtant, ils ont moins d'accidents que nous. Et nous, même, exemple sur le périph', à l'époque de Hollande, donc je crois que c'était ouais, avec Manuel Valls, où ils avaient même baissé le périph' de 80 à 70. Alors, ils disent que Mhm. c'est sonore, mais bon, sur le périph', si quelqu'un a déjà roulé sur le périph' français, on roule rarement, à part le soir à minuit, à 80 parce que c'est tout Ah le non. temps bouché. C'est ça. Donc, c'était pas quelque chose, mais c'est vraiment cet aspect constamment hyper répressif où on a l'impression que ça fonctionne. Moi, j'ai pas forcément cette impression, mais Mhm. voilà. Après, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai pris vraiment les États-Unis, la Russie et la Chine pour te poser la Ouais. question parce que c'est vraiment trois régimes Mm. différents, tu Ouais. vois. Et surtout actuellement, je trouve que la Chine et la Russie, ils prennent un pouvoir monumental dans le monde. Oui, On voit que les États-Unis ont perdu pas mal d'influence. tout à fait. Peu importe notre avis sur Trump, pour moi, Trump a perdu cette guerre contre la Chine. Il a essayé de faire cette guerre contre la Chine. La seule personne qui l'a vraiment réussi à toucher, c'est l'entreprise Huawei. Ouais. Mais sinon, pour moi, il a perdu, quoi. Et Mm. j'ai regardé un truc qui était super intéressant, mais là, on verra ça sur les pays d'Afrique. Parce que là, j'aimerais connaître ton avis sur ça. Mais, enfin, non, mais on va enchaîner dessus direct. Mhm. C'est comment tu vois la politique en Afrique? Et la deuxième partie de la question qui n'était pas prévue, c'est OK. j'ai vu un truc sur le Gabon, Mhm. qui est un pays à la base francophone, Mhm. qui parle très bien le français. Et depuis cette année, le président gabonais, au moment où il rencontre le président français, il lui répond en anglais. Et Mm. il a décidé de ne plus faire partie des pays du, comment dire ça, français, francophone. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses déjà de la politique en général en Afrique? Et qu'est-ce que tu penses du fait que la France, ça va avec la question d'avant, la France perd aussi son influence en Afrique, son précaré en tout cas. Mhm. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la politique en Afrique, je ne connais pas trop, mais lorsque j'ai étudié, quand j'ai fait mon mémoire, j'ai regardé un peu comment ça se passait un peu en Afrique, j'ai toujours fait un peu de comparaison. Je me rappelle, mon directeur de mémoire me disait, il m'avait fait remarquer ça, que la politique en Afrique, quel que soit le pays, hein,
venait, on va dire, comment je pourrais dire ça, faire une sorte, j'ai le mot en anglais, répliquer, mais c'est pas ça, hein, adapter la politique issue du colonisateur au cas présent. Sauf que on remarque qu'il y a certaines prérogatives, certaines caractéristiques qui ne vont pas ensemble avec la réalité sociale économique du pays. Donc pour moi, ça amène justement à ce qu'il y ait des instabilités politiques et autres. Et autre chose que mon directeur m'avait fait remarquer, c'est que la plupart des leaders politiques, donc à l'époque de la mouvance indépendantiste, donc nous sommes dans les années 60, ce sont des gens qui ont emmené le pays vers l'indépendance, mais que la plupart d'entre eux se sont transformés limite en régime autoritaire, dictatorial, tout ce qu'on veut. Ce qui fait que il y a quelque chose en fait non pas qui me dérange, mais je me dis que en fait depuis justement la libération, l'indépendance de la plupart de ces pays-là, il y a une espèce de temps mort. Donc j'ai du mal à voir une certaine évolution. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais des pays, par exemple, quand je regarde au niveau de l'Afrique de l'Ouest, etc., du Mali, etc., qui sont d'ailleurs toujours sous la mainmise française, j'ai énormément de mal à voir une transition totale de cette politique coloniale vers une politique purement, je ne sais pas moi, malienne, sénégalaise ou autre. Et justement, quand on regarde le cas de la relation que la France entretient avec ses anciennes colonies, cette politique dite de France-Afrique, soit disons qu'on nous dit qu'elle n'existe plus, on nous dit que oui, on est en partenariat, etc. Pour moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La France, elle a toujours des intérêts politiques, économiques, géostratégiques. Donc, elle ne pourra jamais couper les ponts avec ses anciennes colonies puisqu'elle a des intérêts dans ces pays-là. Et c'est sûr que les présidents qui sont en place, alors certains diront que oui, on a mis certaines personnes à ces postes-là parce que la France voulait voir ces personnes-là à ces postes-là. Mais il est clair que la politique, notamment étrangère de ces pays-là, favorise les intérêts de la France au détriment du pays. C'est très intéressant. Je vais me permettre d'appuyer ton propos. Le Mali, c'est très intéressant. Le Mali, il y a eu Boko Haram dernièrement. Et Hollande est parti. Il a dit, bon, il faut aller aider les Maliens parce que il y a Boko Haram. Sauf que je précise aux gens, aux Français, que Areva utilise l'uranium au Mali et que les militaires français sont surtout allés protéger Areva. Alors ça reste simplement mon avis. En tout cas, je trouve que ça reste toujours, comment dire ça, de bonnes coïncidences. Donc voilà, non, mais je suis assez d'accord avec toi sur ça. On l'a vu aussi avec la monnaie. La monnaie, le franc CFA, ou quand les gens, il faut qu'ils comprennent que le franc CFA est dicté par la France, parce que la France a un droit de veto sur la monnaie africaine, mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Mais on nous a expliqué que l'Afrique est indépendante, sauf que, comme dit un célèbre homme, Rothschild, je m'en fous de savoir qui dirige le pays tant que je contrôle l'économie. Donc, la France s'en fiche de savoir qui dirige le pays. On peut même mettre une girafe. Ça ne va rien changer. Le plus important, c'est que dès qu'ils contrôlent le franc CFA, c'est fait. D'ailleurs, et quand je te parlais aussi de la perte d'influence, c'est exemple, même sur l'éco. Là, la nouvelle monnaie qu'ils ont voulu faire, et Kémy Séba, exemple, il expliquait que c'était quand même une petite victoire parce que par rapport à l'idée qu'il voulait faire au début et puis que Macron a voulu en gros s'accaparer, finalement les pays africains ont quand même réussi à mettre des clauses qui ont permis de se détacher un peu de ça. Il y a aussi une femme qui en parle très bien, elle s'appelle Nathalie Yamb. Ah oui, oui, oui. Nathalie Yamb,
elle est super, cette femme. Et l'avantage pour ceux qui parlent français et anglais, elle fait Mhm. toujours ses articles ou ses vidéos, une partie en français, une partie en anglais. Ouais. Donc, c'est top. Et elle s'y connaît très, très bien en politique africaine. Mhm. Donc, voilà. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord que ben, cette relation France-Afrique, elle est assez spéciale. Et qu'est-ce que tu penses de la relation maintenant chinoise ou russe, qui n'est pas la même relation, Mhm. avec les pays d'Afrique? Ben, justement, c'est une très bonne question parce que ça me rappelle, ben, au temps où j'étais monitrice à la fac, les étudiants avaient plusieurs sujets à choisir et beaucoup d'entre eux, justement, avaient pris le cas de la Chine et de son implication économique en Afrique. Et la plupart d'entre eux, en fait, avaient trouvé qu'il y avait une nouvelle forme de politique coloniale dans certaines régions. Donc, ils avaient pris le cas, justement, autant où la France, l'Angleterre, etc., pratiquaient cette politique-là, même si c'est toujours le cas quelque part. Mais le fait que la Chine arrive à s'imposer de par certains marchés publics, etc., etc., et donc arrive à s'imposer au fil des années sur certains territoires, mais sans prendre en compte les réalités du terrain, en ne s'intégrant pas justement à la population ou autre, beaucoup d'entre eux, ils voyaient justement une nouvelle forme de politique coloniale. Donc, on parlait de néocolonialisme à l'époque. Et je dois t'avouer que plus ça va et plus je regarde cette situation-là en ayant cette idéologie-là que même si les pays européens ne sont plus dans cette mouvance-là, mais il y a d'autres pays, donc comme la Russie ou la Chine, qui, justement, en cherchant leur intérêt économique, vont pratiquer une telle politique dans ces régions d'Afrique. Les gens expliquent que c'est une colonisation peut-être plus maligne Voilà. des Chinois, où elle est moins... où, où où les Africains ont l'impression de s'en sortir un peu mieux. Je sais pas, Mhm. qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plus malin? Est-ce que c'est vraiment plus malin de leur part? Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, tu vois. Parce que c'est vraiment pas la même colonisation. Après, c'est pas la même C'est époque ça, non plus. C'est pas c'est la très, même époque non plus. c'est ça, je trouve que c'est très subtil. Dans le cas, par exemple, de la France, etc., c'était très visible, hein, il n'y avait aucun doute. Tandis que là, on parle justement de partenariat, de marché économique et patati et patata. Mais il y a toujours quelque chose en filigrane qui te laisse penser que oui, mais on a passé un contrat, un marché avec un tel qui sort de Chine ou de Russie, mais dans les faits, on a plus l'impression que ces gens-là ont besoin de s'imposer au fur et à mesure sur le marché économique africain, donc que ça soit dans n'importe quelle région, hein. Et en fait, les gens se rendent compte de cette situation quand le mal est déjà fait, en fait. Les gens ne vont pas voir ça de suite. C'est une fois que les choses sont établies, on a construit telle chose et telle chose, et là, ils se rendent compte que, ah oui, mais en fait, ben voilà, le contrat dit ça, mais en fait, voilà, c'est ça, 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 ça. Donc, on revient un peu à une politique coloniale d'un point de vue économique des choses. Pour revenir sur ça, c'est intéressant que tu en parles parce que Trump a pris la guerre avec Huawei dès le moment que Huawei avait développé la 5G. Il Ouais. faut comprendre que Huawei, avant de vendre des téléphones, il faut que les gens comprennent que c'est une entreprise qui faisait des antennes et des modems. C'est ça leur vrai travail à la base, c'est faire du réseau. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens disaient enfin, en tout cas, il a pris la guerre pour expliquer qu'il ne voulait pas que les données aillent en Chine. Mhm, Donc, c'est une façon de se protéger, etc. Sachant que les autres pays européens ont suivi. mhm, Euh, Beaucoup d'autres pays ont suivi pour Huawei. Et ce qui se passe, donc pour revenir sur l'Afrique, c'est que certains pays africains, j'ai les exemples en tête, mais j'ai pas le nom des pays en exemple. mhm. Ben, ils ont passé des contrats de réseau avec la Chine. La Chine a envoyé Huawei. Huawei a mis les réseaux pour eux, etc. Sauf que ce on s'est rendu compte que les données des Africains allaient en Chine. Les données des OK. Africains allaient en Chine allaient là-bas. D'ailleurs, c'est pour cela que les Chinois et les Russes sont assez malins sur l'histoire de données. Parce que Mhm, les gens, après, chacun a son importance sur ça. Mais moi, j'estime que c'est important, d'autres mhm, pas forcément.
On prend l'exemple quand Apple, on a un iPhone, que ce soit aux Antilles, en France, enfin, en Europe, etc. Le centre de données est aux États-Unis. Sauf que là, exemple, en Russie ou en Chine, le centre de données est chez eux. Eux, ils imposent ça. Ils imposent que les données de leurs concitoyens soient là. Alors, il y a l'Europe. L'Europe a comme au moins un avantage, c'est ils ont passé une loi sur la protection des données, etc. Ce qui Mhm. permet que même la nouvelle politique de WhatsApp qui arrive avec la protection des données, ben, Mhm. ne sera pas vraiment applicable en Europe. D'accord. Donc voilà. Mais c'est super intéressant que tu parles de ça, que c'est vraiment euh, beaucoup plus malin de leur part. C'est plus la même chose, mais ça reste quand même dans leur intérêt. D'ailleurs, je conseille chaque personne de lire le livre vert de Kadhafi, qui Mm. a largement avant de mourir, qui avait écrit ce livre à 30 ans, qui expliquait la politique qu'il voyait pour la Libye Mhm. et aussi comment il voulait développer l'Afrique, etc. Je prends un exemple banal. C'est grâce à Kadhafi si les Africains payent le téléphone moins cher. Pourquoi? Les pays d'Afrique louaient les satellites européens. Mhm. Kadhafi, le satellite coûtait environ, je dis bien environ, à peu près un demi-milliard. Kadhafi a mis sur la table 430 millions et il a dit aux autres de mettre l'argent. Ils ont pris le satellite. C'est lui qui a permis d'avoir le premier satellite africain. Il volait aussi la monnaie. Et à ce moment-là, bonne coïncidence, je dis bien aussi que c'est une coïncidence, Monsieur Sarkozy a fait en sorte Ouais. je dis que bon, c'est une coïncidence. Euh, alors, est-ce que tu suis d'autres influenceurs politiques en termes internationaux? Au niveau international, euh, alors je vais te donner des noms que j'ai là en tête, que je suis sur Instagram. Alors, il y a The Jacobin. Donc, c'est un magazine très, on va dire, je dirais pas extrême gauche, mais un peu dans le marxisme. Donc, ils ont une vision très marxiste des choses. Donc, mais des fois, ils ont des articles relativement intéressants. Mais c'est sûr que je ne les suis pas comme je le faisais avant. Il y a The Vox. Là aussi, ils vont, même s'ils vont s'attacher à la politique américano-américaine, mais ils vont essayer de regarder ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, j'avais inclus une vidéo de The Vox concernant le cas d'Haïti et donc de ses relations tumultueuses avec la République dominicaine. Il y a qui d'autre encore? Au niveau de la Caraïbe, il y a Know Your Caribbean, pardon. Je n'ai plus le nom de la personne qui est derrière ce compte-là, mais elle est d'origine saint-lucienne et elle vit à Londres. Et elle fait vraiment un travail, je suis très admirative de ce qu'elle fait. Elle fait vraiment un travail où elle va prendre certaines histoires de la Caraïbe, donc que ça soit au niveau du Rhum, que ça soit au niveau de l'anthropologie, de la sociologie, à n'importe quel moment de notre histoire, et elle va faire une synthèse et elle va en faire soit plusieurs parties, où elle va justement développer le portrait de certaines personnes, certaines figures historiques de la Caraïbe, que ça soit notamment au niveau à l'époque du marronnage ou autre. Elle fait vraiment un travail vraiment exceptionnel. Bien entendu, Neg Magazine, ça c'est sûr et certain. Mais je n'ai pas. C'est sûr que quand je regarde, je n'ai pas tellement de personnes que je suis à l'international au niveau d'Instagram. C'est plus en me basant sur mes recherches que je dis, OK, voilà, il faut regarder ça, il faut regarder ça. Après, bon, je pense pas qu'il y en a beaucoup non plus. Moi, j'en suis quelques-uns en France, mais bon, il y en a pas tant que ça qui parlent Et puis, il y a le qui parlent de Moicast vraie aussi. politique. Le? Le Moicast aussi que je suis. Ok, je connais pas. Je connais Marcas, d'ailleurs, j'ai un partenariat avec lui. Et lui, par contre, c'est sûr qu'il est plus branché sur la communauté anti-guyanaise. Donc, lui, il va faire, alors que ça soit au niveau de l'histoire de la politique, au niveau du domaine de la gastronomie ou des jeux vidéo, lui, il va faire justement des entrevues avec certaines personnalités
qu'il va mettre en avant. Mais c'est sûr que lui, c'est pas trop politique internationale. Moi, je Ok. viens justement et j'apporte justement ce côté-là au blog. Ok. Euh, Parlons de la politique dans la Caraïbe. Mm. Quel est ton avis déjà sur Haïti? Premier pays noir libre. Aïe, 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 aïe. Je précise, on est en juillet à nouveau. Donc, il y a une Mm. toute petite actualité qui n'est pas grande. Son président a été assassiné. Toute petite actualité. Ben, toute petite, je suis obligé de le dire parce que ben, dans les médias, en tout cas, je n'ai pas entendu parler comme si c'était un crime de lèse-majesté. C'est ça, Alors, ouais. donc, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses déjà d'Haïti et puis de la situation actuelle? Alors, c'est sûr que Haïti, de par son histoire, on sait que Haïti dégage une culture vraiment exceptionnelle. Et puis, on sait très bien que c'est la première république noire libre. Mais c'est sûr que depuis son indépendance, Haïti a traversé énormément d'instabilité politique. Je me rappelle justement, j'écoutais l'intervention de Philomé Robert, qui est journaliste à France 24, et qui parlait que la dernière fois où il y a eu un assassinat d'un président, c'était en 1915, et qui a entraîné l'invasion américaine qui a duré pendant 19 ans. Entendre des trucs comme ça, puis entendre par la suite l'arrivée de Papa Doc et Baby Doc, donc deux dictatures, qui ensuite a amené à l'avènement d'autres présidents, notamment le président Aristide, qui est d'ailleurs un ancien prêtre. Après, on a eu Michel Martelly, qui est un chanteur de base. Là, on s'est retrouvé avec Jovenel Moïse, on avait organisé des élections en 2015, qui ont été annulées pour fraude. Il y a eu de nouvelles élections en 2017. Finalement, il a été élu. Et là, il nous dit, quelques jours avant la fin de son mandat, parce que son mandat était censé prendre fin le 7 février 2021, qui nous dit qu'en fait, son mandat ne se termine pas à cette date-là, mais l'année prochaine, parce qu'il ne prend pas en compte la date d'investiture, mais une autre date. Je suis restée assez circonspecte et malheureusement, je n'étais pas étonnée. Il faut savoir que, alors, même si je sais que je ne suis pas spécialiste de la région, en Haïti notamment, mais que Haïti fait face à une instabilité politique et institutionnelle depuis des années. On s'est toujours demandé, est-ce qu'il y a véritablement un État au sein même de la République d'Haïti? Il y a des dysfonctionnements du point de vue politique, judiciaire. Enfin, justement, les institutions régaliennes sont au plus bas. Lorsque M. Jovenel Moïse a dit qu'il poursuivait son mandat, les élus locaux qui avaient été élus dans le même temps, ils ont quitté leur poste. Donc, ce monsieur s'est retrouvé tout seul à diriger un pays. Alors, j'entends certains qui disent justement par rapport à son assassinat que c'est lié uniquement à l'interne. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il y a toujours l'aspect international des choses, que la communauté internationale a son mot à dire, et notamment les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont aussi leur intérêt en Haïti. Je vais me passer de tout l'aspect au niveau écologique, etc., parce que je sais qu'il y a énormément pas de mines d'or, mais pas d'aluminium. J'ai oublié le nom. En tout cas, il y a une source minérale qui est extrêmement riche qu'on retrouve en Haïti et donc qui vient justement à déraciner les terres, etc. Mais c'est sûr que non seulement il y a cet aspect géopolitique des choses, et moi je pars du principe que, et je vais m'avancer, hein, que on a mis peut-être M. Jovenel Moïse en place à la faveur de la communauté internationale pour défendre leurs intérêts. Mais lorsqu'il s'avère que ce monsieur, peut-être pour X raisons, a changé de politique, donc ça n'a pas plu à certains gouvernements, donc peut-être qu'on on essaye de le mettre de côté. En fait, je dis ça surtout parce que
les États-Unis ont cette habitude, une fois qu'ils mettent, par exemple, quelqu'un en place, cette personne change de politique et après, ça ne passe plus. C'est quelque chose qu'on a vu à la Grenade en 1983, c'est quelque chose qu'on a vu en Honduras, au Panama, etc., avec Noriega et autres, qui étaient avant des amis de certains des anciens présidents américains et qui, pour X raisons, justement en adoptant une politique communiste marxiste, qui est à l'encontre de la politique néolibérale macartiste des États-Unis, ont trouvé un moyen, je ne sais autre, de se dire, bon, ben, on va mettre cette personne-là de côté au profit de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose aussi qu'on voit au Venezuela, avec Maduro. Maduro qui est le successeur de Chavez. Et on pense très bien, qui dit Chavez, Maduro dit politique communiste, relations privilégiées avec la Russie. Ça ne plaît pas aux États-Unis. Donc, on essaie de faire partir Maduro pour mettre en place quelqu'un d'autre, donc il va profiter aux intérêts des États-Unis. Alors, c'est sûr que j'émets des hypothèses, je ne dis pas que c'est vrai, mais moi, j'essaie un peu de regarder un peu partout et de ne pas me calquer uniquement au fait que, oui, il y a une crise interne en Haïti qui dure depuis des années. Il faut regarder aussi ce qui se passe avec les partenaires internationaux. C'est surtout ça. Non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que la politique, c'est toujours un peu plus complexe que ce Oui. qu'on veut dire. Et, il y a toujours plus d'intérêt. C'est intéressant que tu parles des ressources minières. Je n'étais pas du tout au courant. Mhm, Pendant que tu parlais, je faisais des petites recherches mhm. qui expliquent que Haïti, Haïti recèle de plusieurs siècles et une ressource minière très forte Mhm. qui, après l'exploitation des gisements aurifères et Ouais. cuprifères pendant les 2 premières décennies de la colonisation espagnole, donc ils expliquent. Alors, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, les gisements dorifères, ni Non. les Ouais. cuprifères, mais en tout cas, oui, ça confirme bien. Alors, ça, c'est un rapport de 35 pages sur l'industrie minière qui a été fait Mhm. de juin 2015, donc qui expliquait déjà que depuis plusieurs siècles, donc comme tu dis, qu'il y avait une grosse industrie minière. Je Ouais. n'étais pas au courant, donc comme quoi on en apprend tous les jours. Euh, enfin, comment vois-tu la politique dans les autres îles? Alors là, je voudrais que tu parles des autres îles, mais pas de la Guadeloupe, pas pour le moment. Alors, au niveau des autres îles, Tu peux parler de la Martinique si tu veux. alors c'est sûr que, ben, par exemple, en Martinique, bon, depuis, allez, 2016, la Martinique a connu une petite évolution institutionnelle, donc ce n'est plus un département, entre guillemets, mais une collectivité territoriale, même si elle est régie sous l'article 73, on n'est pas sous l'article 74, mais c'est sûr que c'est déjà une avancée. Au niveau des autres régions de la Caraïbe, alors je dois t'avouer que j'essaie de suivre un peu ce qui se passe en Jamaïque, à la Barbade, Trinidad, etc. Euh, je n'ai pas de position, de commentaires plus poussés à faire là-dessus. C'est sûr qu'il y a eu dernièrement les élections législatives, je crois, à Trinidad ou même en Jamaïque. Où il y avait des partis pro-indépendantistes, donc qui avaient un peu formé soit la nation trinidadienne ou jamaïcaine, donc qui sont revenus en poste. Donc ça a été quand même un événement justement dans ces régions-là. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres problèmes qui gangrènent ces régions-là. Déjà le Covid, ça c'est sûr, mais le féminicide, notamment à Trinidad. Je sais qu'il y avait parce que j'en ai parlé dans une tribune, il y a une jeune Trinidadienne qu'on a assassinée dernièrement, donc qui a fait l'effet d'une bombe à Trinidad. Et donc on a remis en fait sur la table cette question du féminicide aux Antilles. D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est quelque chose justement qu'il faudrait un peu pousser un peu plus la réflexion là-dessus. Euh, mais Tu parles du féminicide où? Dans les autres îles ou en France? dans les autres îles de la Caraïbe, dans les autres îles de la Caraïbe, et je pense d'ailleurs au niveau de la Caraïbe, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'en France, là, on fait déjà quand même un sacré travail en termes de visibilité.
Mais lorsque je regarde dans les autres îles de la Caraïbe, je parle de la Guadeloupe également, il y a encore du travail à faire parce qu'on a l'impression que ce sont des problématiques qui soit ne concernent pas la population ou qui concernent très peu les élus politiques, alors qu'on sait très bien, notamment, je parle des Antilles françaises parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les îles anglophones, c'est une société de type matriarcal. C'est la femme qui maintient la famille, le père, il peut être relativement absent, indépendamment des situations. Mais c'est sûr qu'il y a toute une culture, justement, et puis ça revient un peu à l'aspect historique lié à la colonisation, le viol, etc. Donc, tous ces aspects-là qui ont un peu bâti la société caribéenne et qu'on délaisse un peu ces problématiques-là, je crois qu'il est important, justement, au fil des années qui viennent, là, de mettre en avant ces questions-là. Parce que ça mérite d'être réglé. Comment tu vois la politique en Guadeloupe? Alors là, la politique en Guadeloupe. Honnêtement, gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. J'ai l'impression qu'on prend les mêmes têtes et voilà, on est dans une espèce de cycle infernal et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, à passer la main à d'autres leaders, d'autres personnes issues du monde politique. Alors certes, je vois qu'il y a la jeunesse guadeloupéenne qui de plus en plus s'intéresse à ces questions-là. Sauf que je me dis qui a les compétences requises pour pouvoir mener à bien un projet politique et social guadeloupéen, qui est capable de rassembler la population guadeloupéenne autour de ces aspects-là, sauf si c'est pour dire que oui, je vote pour un tel parce que je l'aime bien, ou oui, on m'a dit de voter pour un tel parce que j'aurai telle chose. Enfin, voilà quoi. Pour moi, on arrive à une situation de non-retour et si on continue dans ce stade-là, ça ne peut que nous desservir, en fait. On nous parle Non, mais beaucoup d'indépendance, d'autonomie, qu'on veut mettre en avant la politique locale, etc. Oui, d'accord, mais vous proposez quoi concrètement? Quelles sont les mesures concrètes que vous pouvez mettre en place pour proposer pour pouvoir arriver à ce stade-là? ben, j'allais te poser la question, pourquoi ce sont les mêmes qui sont toujours à la tête en Guadeloupe, mais c'est vrai que c'est un cycle infernal où, enfant, on a vu ces gens-là, on est grand Voilà. aujourd'hui, adulte, ce sont toujours les mêmes. Des Et, fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de clientélisme, de népotisme. On ne parle pas souvent de ça, je trouve. Je ne sais pas si c'est tabou de dire ça, mais pour moi, il y a du népotisme. Un tel qui est le fils d'un tel, donc qui prend la succession de son père, etc. Il n'y a pas de diversité, de renouvellement. Et ça, je trouve ça quand même problématique, en fait. Parce que si justement, il n'y a pas de renouvellement, on va appliquer les mêmes politiques qui durent depuis des années, il n'y a aucun changement. Et après, on va continuer à se plaindre, oui, mais il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, on ne voit pas d'évolution, etc., etc. Mais on prend les mêmes et on recommence. ben, d'ailleurs, je voulais te poser la question, pourquoi on n'est pas encore libre? Et est-ce que toi, tu es pour la liberté? Quand je dis liberté, les gens ont compris, on parle d'indépendance. Ouais. Pourquoi on n'est pas libre? Tu sais, ça me rappelle justement mon projet de thèse. Alors moi, je travaille sur la question identitaire et j'essaie de faire une file chronologique. Donc, je parle depuis 2003, donc la dernière consultation populaire de 2003, où on nous avait demandé si on voulait, on était d'accord pour créer une assemblée unique, etc. Donc, disparition du conseil départemental et de la région. Et il y a eu beaucoup de récupération politique disant que oui, certains voulaient l'indépendance, d'autres non. Au final, ce qui s'est passé, c'est que les Guadeloupéens ont majoritairement voté contre le projet. Donc, aucune évolution institutionnelle statutaire. En Et, et mars. qu'est-ce que, et qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils ont voté non? Toi, tu aurais voté oui ou tu aurais voté non? Ben, en fait, c'est sûr que moi, je ne sais pas,
Mais en tout cas, de ce que j'avais pu voir, donc comme j'avais fait un peu la comparaison avec le cas de la Martinique, parce qu'il y a plus d'articles sur cette période-là, contrairement à la Guadeloupe, ce qui d'ailleurs me saute aux yeux. Beaucoup de personnes, en fait, ont dit déjà qu'ils ne comprenaient pas la question parce que c'est une question, quand on la regarde, elle est très complexe. Donc, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce qu'on leur demande. Et surtout, étant donné qu'il y a eu ces manipulations de la part de certains leaders politiques, disant que oui, mais on va être indépendant, etc., les gens ont considéré qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, en fait, déjà de venir à leur poser cette question-là, qu'ils avaient l'habitude, ça c'est ce que j'avais pu lire, certains disaient que oui, les élus locaux ont l'habitude de faire leurs trucs entre eux. Pourquoi on nous demande tout d'un coup, nous, peuple, de nous prononcer sur une évolution institutionnelle statutaire? Donc ça aussi, ça a freiné les gens. Et il y en a d'autres qui disaient, oui, mais nous sommes français, nous allons rester français, on n'a pas envie de quitter la France, etc. Or, je me rappelle très bien, je prends le cas de Madame Chevry, qui, elle était en faveur du oui, donc pour qu'on ait cette assemblée unique. Et elle avait dit justement, je me rappelle, lors d'une réunion avec la ministre de l'époque, Madame Girardin, et les autres élus d'outre-mer, disant que oui, on peut continuer à fonctionner avec la France, mais en préservant notre identité. Donc déjà de là, on parle de cette notion de différenciation, de différence, de prise en compte de la singularité guadeloupéenne, etc., dans les politiques nationales. Mais c'est sûr que bon, il y a eu un revers après l'année d'après parce que Madame Chevry, elle a perdu son poste de présidente de région au profit de Monsieur Lurel. Donc moi, je regarde un peu déjà, je me pose la question, mais pourquoi justement il y a toute cette question autour du statu quo et pourquoi il n'y a pas d'évolution? Donc, hormis les aspects politiques, économiques, etc., donc ça revient un peu à la littérature sur la dépendance par l'intégration, donc qui est le contraire de l'indépendance, et notamment avec les notions de dépendance, ressources, etc. Mais moi, je mets toujours en avant cette question identitaire. Parce que pour moi, j'estime que si justement nous ne sommes pas encore libres, on n'est pas arrivé à ce stade d'indépendance, ne serait-ce que d'autonomie ou autre, c'est que cette question identitaire qu'on a commencé à travailler autour des années 70, et là je prends les exemples de Fanon déjà pour un, ensuite de Glissant, Aimé Césaire, etc., qui ont quand même apporté une grosse contribution à la littérature antillaise sur ces questions-là. Le problème, en fait, il n'est pas réglé. On ne sait toujours pas, en fait, comment définir une identité guadeloupéenne. Qui est un Guadeloupéen? Qui on va introduire dans la catégorie de Guadeloupéen? Parce qu'il y a quand même des catégories d'identification. Donc là, je fais appel en fait à mes souvenirs au niveau de la sociologie. Donc, il y a des catégories, etc., liées au phénotype, à la couleur de peau, etc., à la langue, à l'histoire. Mais pour aller dans ton sens encore, on le voit dans le dernier Neg Magazine, où chacun parle de l'identité. De façon très différente. Et pourtant, tous sont, enfin, la plupart en tout cas sont antillais. Je crois que oui, tous sont antillais. Et tous sont, mais chacun parle à sa manière de l'identité. Mais je te laisse continuer. Et puis justement, le fait qu'il y ait cette diversité en termes de définition autour de l'identité guadeloupéenne, moi je trouve que ça amène une certaine confusion, notamment au niveau du peuple, parce qu'il y a des gens qui vont se considérer comme étant français, ça s'arrête là. D'autres qui vont te dire que oui, nous sommes guadeloupéens d'origine africaine, d'accord, mais le reste des communautés, la communauté indo-guadeloupéenne, la communauté syro-libanaise, asiatique, ces gens-là ne sont pas pris en compte. Ou même la communauté française. Voilà. Et donc, en fait, ce melting pot culturel, identitaire, ethnique, parce qu'on ne dit pas justement parce que la France pratique une politique de type universaliste, donc on n'est pas censé reconnaître les communautés, on est censé ne faire qu'un. Pourtant, il y a des communautés ethniques et notamment des communautés religieuses aussi. Je reprends un peu le cas de la communauté indo-guadeloupéenne qui pratique quand même cette double
religions, à la fois l'hindouisme et le christianisme, par exemple. Et même nous aussi, on ne le dit pas souvent, on met en avant nos racines africaines, notamment avec les pratiques ancestrales, le vaudou. Beaucoup de personnes considèrent le vaudou comme étant quelque chose de négatif, mais moi, je ne vois pas ça du tout comme étant négatif. Je considère que c'est les pratiques de nos ancêtres qui existent depuis des millénaires, bien avant le christianisme. Quand on a toutes ces différences-là, cette complexité-là, donc autour de la francité, de la créolisation, la créolité, l'antillanité, la négritude, les gens ont du mal en fait à savoir où est-ce qu'ils se situent. Donc, pour moi, cette complexité identitaire a un effet non désirable, non désirable, un effet non négligeable, merci, sur le politique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas établi ou bien donné des caractéristiques de base de ce qu'on entend par l'identité guadeloupéenne, comment on fait pour la suite pour présenter un projet politique et sociétal qui va rassembler l'ensemble des Guadeloupéens, indépendamment de leur appartenance ethnique, religieuse ou autre. Et c'est là que ça pose problème. J'avais une question rapidement, pas forcément dans les détails, mais moi, je me posais la question la dernière fois. Quel est le pays noir développé? Et quand je parle développé, je ne parle pas développé à la manière occidentale, ça ne veut rien dire ça, mais je parle simplement un pays où, à part la Libye quand Kadhafi était là, il y avait pas mal de choses qui étaient beaucoup plus développées que la France. Je prends un exemple, le RSA en France, c'est 450 €. Équivalent à la Libye, en Libye, quand Kadhafi était là, c'était 550 à 580 € que tu ne travaillais pas. Quand tu te mariais, Kadhafi te donnait un terrain et de l'argent pour avoir une maison. Il y avait aussi le fait que quand tu as un enfant, la femme ne travaille pas jusqu'aux 6 ans de l'enfant, pas parce que la femme ne doit pas travailler, mais parce qu'il estime que la personne qui a même d'accompagner un enfant au départ, c'est la femme. En tout cas, c'est sa politique. Il explique tout ça dans le livre vert. Donc, en dehors de la Libye, ou alors d'autres leaders qui sont morts, on peut prendre l'exemple du Burkina Faso avec Sankara, Thomas Sankara. Lumumba, il n'a pas eu le temps de faire les choses, de libérer le Congo, il s'est fait tuer trop vite. Mais à part ça, actuellement, quel est le pays dirigé par des Noirs et qui est développé? Moi, je n'ai pas trouvé d'exemple. Donc, si un exemple, un seul. Le Ghana, peut-être. Je sais qu'il y a un ancien président qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça et qui avait justement permis le développement, l'essor du pays. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je crois que c'est le Ghana. Mais mis à part ça, moi je ne vois pas. Hein. On aurait pu prendre l'exemple du Nigeria, mais le Nigeria fait face à la menace terroriste aussi, même s'il y a quand même un bon développement au niveau du point de vue économique. Mais c'est sûr que la menace terroriste fragilise un peu cet équilibre-là, mais en toute honnêteté là, que ça soit en Afrique ou même aux Antilles, je dois t'avouer que je ne vois pas. Hein. Mais pourquoi je te pose la question? Parce que, alors je dis pas, on dit pas qu'il n'y a pas de pays développés. Non. On a compris des pays vraiment développés en tout point. Même s'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on fait. Non, mais pourquoi je te pose la question? C'est parce que je comprends la question de l'identité qui influe sur la question politique, etc. Mais est-ce que c'est pour ça que ça empêche à nos politiciens qui se définissent comme des Guadeloupéens, parce que on peut parler, oui, du colonialisme. Alors, il y a des effets sans doute du colonialisme, je n'en disconviens pas, mais les politiciens qui sont à notre tête, chefs de région, chefs de département, etc., ce sont des Antillais. Oui. Alors, certes, le préfet, il est de la métropole,
D'accord? Mais bon, le système du préfectorat en Guadeloupe et en France est assez bizarre. C'est que Ouais. quand tu viens d'une région, tu ne peux pas être préfet de cette région. Exemple, quelqu'un qui vient de Strasbourg, il ne peut pas être préfet de Strasbourg. C'est pas possible. Alors, les Antillais ont dit, bon, ben, ok, ben, envoyez-nous un Martiniquais. Envoyez-nous un Martiniquais, ou envoyez un Réunionnais, ça se tient, ou envoyez quelqu'un de Mayotte. Donc, pour peut-être qu'ils comprennent un peu plus nos problèmes. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que ok, nous on est là, mais comment ça se fait que nous, nos politiciens à nous, n'arrivent même pas à faire le B à bas? Alors là, je me pose une question. Moi, je suis incapable d'y répondre parce que moi-même, en fait, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, justement, ailleurs, on essaye même tant bien que mal de faire quelque chose. Donc, on arrive à proposer certaines choses. Mais je ne sais pas pourquoi, chez nous, on a autant de mal à arriver à ce stade-là. Je ne sais pas si c'est parce que, bon, il y a des incompétents. Bon, je m'avance quand je dis ça, mais je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Je ne sais pas si, justement, on met en avant les intérêts personnels avant de mettre les intérêts de la population. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est une Non, mais, question non, non, actuellement. non, mais ça, je comprends. Mais moi, parce qu'il y a un truc que tu as dit, exemple sur le népotisme, qui est vrai. On va prendre l'exemple de Pointe-à-Pitre. Mhm. Pointe-à-Pitre, la famille. Ah, j'ai oublié le nom de Bon l'enseignant. goût. Bangou. Ils sont restés 55 ans, père et fils. Mhm. Père et fils. Donc, en gros, on est, allez, je vais être méchant quand je dis ça, mais entre guillemets, d'une république bananière. Tu vois, c'est le Ouais. côté où vraiment euh, un tel, c'est le fils d'un tel, donc il est destiné à être maire. On voit l'exemple avec Jalton. Mhm. Jalton, c'est le cas. Ouais. Ou alors sans famille. Donc, on voit l'exemple avec Sainte-Rose. Marie Bajazé, ensuite maintenant c'est Madame, peut-être demain ça sera petit-fils ou On l'a vu à enfant. Bastia aussi. Ah oui, à Bastia aussi, avec Madame Michel Chevry, et puis ensuite Marius Ponchard. Donc, Ouais. mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est vraiment le côté où, ok, on a nos politiciens là. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des intérêts, des choses comme ça. J'estime que ça, c'est des dérives du capitalisme, mais au-delà de ça, moi, ce qui m'embête, c'est que vraiment, ce que tu dis, c'est que à côté, on essaie vraiment de faire des choses, mais chez nous, j'ai l'impression qu'on ne fait rien. Tu vois, pour moi, quand je vois la Guadeloupe qui a des problèmes d'eau, c'est quelque Mhm. chose qui, depuis que je suis revenu en 2017, qui me choque toujours et qui vont toujours me choquer parce que l'eau, c'est des problèmes qu'on voit dans des pays d'Afrique. Tout à fait. Tu Tout vois, à fait. c'est dans des pays d'Amérique du Sud qui sont, je sais pas, dans les favelas, des choses comme Mhm. ça. Ou en Inde, Mhm. dans les bidonvilles. Mhm. Nous, on est français, on est français, entre guillemets, et on n'a pas d'eau. Et là, exemple, Domouta, c'était super intéressant d'ailleurs. Merci à Neg Magazine qui m'a partagé la vidéo, où c'était la commission d'enquête où il parlait Mhm. avec la députée, et il Ouais, explique ouais. qu'avant, on était à 60% d'eau perdue, maintenant on a 90%. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas. Mon Guadeloupe, on voit que le combat a du mal à prendre. Mhm. C'est vrai. Pourtant, pourtant c'est un problème qui touche Mhm. énormément de Guadeloupéens. Et c'est, tu vois, c'est cet aspect un peu des Antilles que je comprends pas. Est-ce que c'est lié vraiment peut-être à la colonisation qui fait qu'on n'arrive pas à se rassembler? C'est ça que j'allais te dire. Je me demande s'il n'y a pas un problème, justement, si on retourne au niveau de l'histoire et notamment aussi de cette construction identitaire, la mentalité guadeloupéenne, etc. Je sais pas. Je ne suis pas sociologue ou autre, mais je me dis que peut-être que les réponses se trouvent dans ces zones-là, en fait. Parce que c'est sûr que si on va, je sais pas moi, dans un pays anglophone, la situation peut-être serait différente. Je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être un problème de mentalité, parce que c'est sûr que j'ai entendu effectivement que l'État a sa part de responsabilité, mais c'est sûr que le problème, il reste chez nous. Donc les politiques, ils font quoi? C'est ça que je me pose la question.
qu'est-ce que ces gens ont fait pendant des années pour qu'on en arrive à un tel stade, en fait. C'est gravissime. C'est Totalement. gravissime ce qui se passe là. Ben, quand on parle, exemple, on va finir sur cette question, mais quand on parle sur la question, exemple, de Pointe-à-Pitre, c'est intéressant. Pointe-à-Pitre est endettée comme la ville de Bordeaux ou de Lyon. Mhm. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, Bordeaux, Lyon, ça fait partie des mégalopoles de France. Donc, après Paris. Donc, il faut se rendre compte que je ne sais pas qu'est-ce que le maire a fait. Alors, oui, il y a eu des changements, exemple, sur des bâtiments, l'Oricis, etc. Mais Ouais. est-ce que c'est à hauteur des investissements? Non, j'en suis pas convaincu. On va enchaîner sur la question parce que tu m'as pas vraiment répondu, hein. Je t'ai posé la question, est-ce que tu serais pour la liberté? Mais on va enchaîner sur la question en disant, si nous sommes indépendants, est-ce que tu as une petite idée pour savoir dans quel domaine l'économie devrait se diriger? Je prends cet exemple et, de la Corée du Sud qui, elle, n'a pas de ressources minières. D'accord? Mhm. Contrairement à beaucoup de pays, surtout en Afrique, exemple comme le Congo. Mhm. Donc, elle a dû chercher autre chose. Donc, elle a fait par l'entrepreneuriat et par la technologie. On prend l'exemple, les écrans plats, les choses comme ça, c'est quasiment produit que chez eux. Et Samsung et LG ont joué un grand rôle dans l'essor de ce pays qui est devenu un pays développé Mhm. en moins de 100 ans. Donc, pour toi, si la Guadeloupe devient indépendante demain, où est-ce qu'on devrait investir et où on devrait investir pour devenir un pays développé? Alors là, je me posais une question là, je ne sais pas trop. Parce que moi, je ne veux pas remettre en avant le tourisme. Je trouve qu'on peut se développer sans passer par le tourisme. Euh, Moi, je repense à une discussion que j'ai eue avec mon père, qui est d'ailleurs très féru d'histoire. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'histoire de la Guadeloupe. Je me rappelle, il avait acheté un bouquin sur justement l'histoire des plantations aux Antilles et comment on est passé donc d'une société de plantation à une société de consommation et comment en quelques années on a perdu énormément d'usines sucrières pour X raisons et au final je crois il me disait il en restait qu'une ou deux, un truc comme ça. Donc je me dis que quand même ça reste un marché qu'il faudrait remettre en avant, il faudrait s'attarder là-dessus, changer les méthodes, etc. pour s'adapter à notre ère. Donc, l'industrie sucrière, ça serait déjà une bonne chose. Après, moi, je ne sais pas si l'écologie serait une bonne alternative aussi. Euh, Alors, c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois avec exemple Lovely ou j'avais abordé ça aussi un peu avec Fanny Chocho. mhm, Et ben, Lovely qui est ben, ingénieur, etc., qui fait des études sur la pluviométrie, sur le temps, le réchauffement climatique, etc. Elle mhm, expliquait qu'on avait un très bon air parce qu'on n'a pas de grosses usines. mhm. Contrairement en Europe, où il y a énormément de grosses usines. Alors, c'est pas un problème d'en avoir une, le problème d'en avoir plein. Ouais. Après, on a aussi parlé des éoliennes qui étaient à Désirade et qui permet d'avoir que la Désirade soit autonome en Oui, termes c'est vrai. d'électricité. Mhm. Donc oui, moi je pense que ça peut être de toutes les manières notre avenir. L'indépendance passe par le fait de contrôler sa monnaie, son énergie et Oui, sa bouffe. tout à fait. Donc Et oui, je suis assez d'accord ben sur ça. justement, tu parles de bouffe. Ça me rappelle Pamela Aubertan, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles. Je crois que sa thèse tournait autour justement de l'indépendance alimentaire. Donc, je me dis que ça aussi, ce serait une façon aussi de sortir de cette dépendance alimentaire qu'on a avec la France, puisqu'on importe pratiquement 90% des produits de l'Hexagone chez nous. Donc, passer par cette autosuffisance alimentaire serait aussi une bonne alternative euh, pour justement nous déjà consommer local sans dépendre de l'autre. Et puis, c'est une manière aussi d'affirmer notre identité, mine de rien, de mettre en avant des politiques locales, etc., liées à l'agroalimentaire, etc. Donc,
Je pense qu'il y a de quoi faire aussi sur ce point-là. Alors, petite précision pour la France. La France elle-même n'est pas indépendante alimentairement. Si on Mhm. ferme la France aujourd'hui, la France tient 3 jours. Je le précise aux gens. Donc, voilà. L'un des seuls pays qui a 97% indépendant, on va dire dans la grande Europe, c'est la Russie. C'est la Russie, c'est Poutine. Ah ouais. Mais moi, je pense que c'est pas une stratégie qu'ils ont choisie, c'est une stratégie qu'ils ont subie. Et par rapport à ce qu'ils ont subi, ils ont su devenir Ouais. autosuffisants. Alors, l'une des personnes aussi qui était indépendante, c'était le Burkina Faso à l'époque de Sankara. Mhm. Sankara savait que c'était important. C'était le premier pays africain indépendant alimentairement. Et c'est hyper important. Je suis assez d'accord sur ça. Et on l'a vu avec le Covid Oui, que quand il y a une crise mondiale, ben, tout c'est à fait. problématique pour se faire livrer. Et ce qui était encore plus marrant, c'est que il y a un mois de ça, il y a un cargo qui Mhm. s'est coincé au canal de Suez, ce Ouais, qui a fait que ça a retardé l'alimentation de beaucoup de personnes dans le pays parce que ben, tout est mondialisé. Alors la mondialisation, ben, ça a ses avantages, oui et oui, parce que, ben, exemple, grâce à la mondialisation, ben, aujourd'hui, il y a Skype, donc on peut parler à distance, voilà, on c'est peut ça. partager des choses, mais aussi, moi, je suis assez d'accord avec toi que pour moi, un endroit fort, c'est un pays, des gens qui savent nourrir leur peuple. Et Mhm. on voit, exemple, ce qui se passe à Cuba aujourd'hui. Pourquoi la révolte est en train de monter? C'est parce que le peuple ne mange pas. Au Tout à Liban, c'est fait. pareil. Dès que Mm. le peuple ne mange pas, dès que les besoins primaires, en tout cas, ne sont pas respectés, ben, Tout ça à remonte. fait. Et Ouais. d'ailleurs, en France, avant le Covid, il y avait déjà 11 millions de pauvres. Après le Covid, bon, on fera le bilan bientôt. Mais Ouais. je pense que la France va cesser de bouillir. Mhm. Euh, Là, c'est plus ta question. Comment tu vois les associations indépendantistes? Est-ce une posture ou une réelle envie pour toi? Je parle des associations indépendantistes d'aujourd'hui. Hmm. Est-ce que c'est une posture ou une réelle envie? Euh, je ne sais pas si... Comment te dire ça? J'ai l'impression, depuis quelques années, donc avec ce qui s'est passé, que ça soit au niveau du Covid ou ce qu'on a vécu en 2009 et ce qui s'est passé après, que les gens ont commencé, il y a eu une espèce de sursaut identitaire, je dis ça entre guillemets, où les gens ont considéré que cette dépendance euh, face à la métropole, on arrivait à un point de non-retour et que pour eux, il était important que ça soit du point de vue économique, politique, identitaire, de reprendre un peu le pays en main. Alors, c'est sûr que de ce que je vois, le discours que j'entends, par exemple, de certaines personnalités politiques liées au domaine de l'indépendance. On ne va pas forcément parler justement d'indépendance. Je ne sais pas si c'est pour ne pas froisser les gens parce qu'ils savent au fond que énormément de citoyens ne vont pas adhérer à cela. Ce sera encore une fois qu'une petite partie de la population. Mais je ne sais pas si on peut parler de posture ni de... J'ai l'impression qu'il faudrait mettre ça entre les deux. Parce que pour moi, en fait, oui, ils vont proposer des idées concrètes, mais j'ai l'impression que la prise de position n'est pas encore suffisamment ferme que ce qu'on pouvait entendre dans les années 70-80, où là, on avait vraiment un discours qui te disait la Guadeloupe aux Guadeloupéens. Moi, je me rappelle quand j'avais étudié un peu le cas du GLA et de l'ARC avec l'Ukraine qui avait donné qui avait donné un ultimatum aux Français de métropole de quitter le territoire, sinon ils faisaient exploser des bombes en Guadeloupe et ailleurs. Ce n'est pas le même discours, bien évidemment, qu'on retrouve aujourd'hui.
Là, le ton est beaucoup plus nuancé. Oui, on va demander à ce qu'il y ait une certaine autonomie alimentaire, économique, etc., qu'on puisse mettre en avant notre différence, notre singularité. Mais à chaque fois qu'on va parler d'indépendance, les gens vont tiquer. Et ils savent qu'au fond d'eux, ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'il y a une stratégie, une autre stratégie qui est mise en place. Donc, on va passer par d'autres domaines pour ensuite arriver à cette fameuse question de l'indépendance ou de l'autonomie. Mais est-ce que ça fonctionne? De faire le rond-point, est-ce que ça fonctionne? Non, ça passe pas. Alors, c'est sûr que, par exemple, aux dernières régionales, il y avait, je crois que l'ANG a fait 9,4% lors des dernières élections, donc ils ne sont pas allés au second tour. Mais c'est sûr qu'on a remarqué cette forte progression qu'on n'avait pas durant les années précédentes. Donc, ça c'est déjà quand même un bon point. N'empêche que, je ne sais pas, est-ce que la population elle-même est prête à toute forme de changement politique et statutaire? Est-ce que le Guadeloupéen, la Guadeloupéenne se dit que dans 10 ans, je vois une Guadeloupe libre et indépendante ou je vois une Guadeloupe plutôt autonome? Je ne sais pas si ça... Est-ce que les Guadeloupéens n'ont pas peur? Et là, ça revient à la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'autres exemples qu'on nous montre, en tout cas, parce que si on ne se renseigne pas de nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je sais, exemple, que le Bénin bouge beaucoup, ou exemple, grâce à Nathalie Yom, qu'il y a pas mal, il y a des petits pays d'Afrique où il y a des petites choses qui se passent, mais si on suit les actualités, les pays noirs, ça ne réussit pas. Haïti, ils s'en sortent pas. Donc, est-ce que aussi avec ces exemples, on n'empêche pas le peuple de donner envie? Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, c'est vrai. Le problème, c'est que les gens, justement, selon moi, hein, ils s'attachent trop à ce qu'on leur montre donc sur les écrans. Oui, voilà, vous avez Haïti qui est comme ça parce que telle chose. Sauf qu'on ne donne pas le background, en fait. On ne voit pas ce qui se passe en coulisses. Les gens ne savent pas qu'il y a tout un aspect géopolitique des choses, que les États-Unis ont émis un embargo, enfin pas un embargo, mais un droit de veto sur certaines choses. Même chose en Afrique, etc. Donc, ces aspects-là qui ne sont pas montrés à la télévision, donc on va bien évidemment formater un sujet pour que ça puisse rentrer et que ça puisse toucher un maximum de personnes. Donc, les gens auront ces fameuses rhétoriques, oui, mais je n'ai pas envie que la Guadeloupe devienne comme Haïti. Sauf qu'on oublie que Haïti a un passé, notamment avec la France, avec cette fameuse dette qu'ils n'ont jamais réussi à rembourser. Enfin, qui était faite pour ne jamais être. Voilà. L'invasion américaine en 1915, en fait, les dictatures, etc. En fait, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais c'est sûr que lorsqu'on a une vision un peu étriquée, je ne veux pas mettre ça sur la faute des Guadeloupéens, mais lorsque les médias présentent certains sujets de façon très sommaire en évitant tout le reste, c'est sûr qu'on arrive à de telles conclusions et c'est sûr que les gens se disent, nous avons un avantage économique, notamment par rapport aux autres voisins de la Caraïbe, parce que le dollar caribéen, qu'on se le dise, il n'est pas excellent. Nous avons un avantage quand on part. Moi, je me rappelle quand j'allais à la Dominique, j'avais un avantage économique, donc j'avais un pouvoir d'achat beaucoup plus important par rapport au dollar caribéen. C'est sûr que si on en arrive à proposer de ce genre de choses, moi, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils sont habitués à un certain confort et qu'ils ne veulent pas quitter ce confort-là. Non, Peut-être mais que je suis assez ça va. d'accord. Après, en termes d'économie, c'est vrai que l'euro est plus fort. Par exemple, l'euro est plus fort que même le dollar canadien. Mhm. Voilà. Après, c'est normal, l'euro, c'est l'euro. Et le Ouais, Canada, c'est un pays. Donc, c'est déjà plus fort que ça. Donc, les gens aiment ce côté, comme tu dis, confort où ben, tu as de l'euro et que tu es plus fort que l'autre. Après, à quel prix, quoi? Parce que c'est ça. aujourd'hui, l'euro
ne va pas très bien. Mais bon, après ça, on va trop entrer dans le truc économique, mais il y a beaucoup de planches à billets, c'est beaucoup la Banque centrale qui soutient l'économie, mais l'économie ne tourne pas si bien que ça. C'est pareil aux États-Unis avec la Fed, etc. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, mais non, mais je comprends totalement. Mais d'ailleurs, tu peux enchaîner sur, j'allais te poser la question aussi, qu'est-ce que tu penses du gong et qu'est-ce que tu penses des indépendantistes en gros des années 60-70, quoi? Alors là, on rentre dans mon sujet, parce que c'est ce que j'ai étudié, en fait, ce que j'ai écrit dans le cadre de mon mémoire. Moi, j'ai travaillé sur les mouvements indépendantistes de 1950 à 90, donc de leur apogée jusqu'à, entre guillemets, la chute. C'est sûr que le gong a une place prépondérante dans l'émergence de l'indépendantisme nationaliste. Je dis indépendantisme nationaliste parce que si on fait un retour historique dans les années 1800 et notamment 1801, lorsqu'il y a eu la révolution qui a permis justement à la Guadeloupe de connaître un gouvernement composé d'hommes libres pendant 8 mois, jusqu'à 1802, donc c'est-à-dire lorsqu'on retourne au stade de l'esclavage par rapport aux décisions de M. Napoléon Bonaparte. Quand je parle du gong, il faut retourner, bien entendu, aux événements de mai 67, où tu as justement, avec les brutalités policières, cette vague de contestation et justement ce sentiment où on ne se sent pas français, on a été traité comme des moins que rien, etc. Et donc, c'est vraiment l'identité guadeloupéenne, l'identité noire qui prévaut par rapport à cela. Mais c'est sûr que le gong avait quand même des objectifs bien précis. Je me rappelle, j'ai lu justement par rapport au massacre de 1967. Donc, on a fait porter le chapeau justement des dérives. L'État a fait porter les conséquences des manifestations sur le gong, disant qu'ils Ah, étaient... c'est étonnant. Ah, oui, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Je crois que c'était le préfet de Guadeloupe, je ne me rappelle plus de son nom. Je crois que c'était Faucard, voilà. Faucard, qui est le père de la France-Afrique aussi. Okay. Et qui avait donné comme responsable les membres du gong. Le gong était surveillé par les renseignements généraux français, mais aussi américains, puisque dans les années 60, je n'ai plus la date en tête, il y avait une conférence à Cuba, la conférence tricontinentale, pardon. Donc, il y avait à l'époque, c'était à l'époque de Fidel Castro, etc. Donc, il y avait des représentants du gong et des représentants d'autres mouvements indépendantistes martiniquais aussi. Bien évidemment, ça attire l'œil des autorités françaises parce qu'on pense bien que qui dit Cuba, dit Castro, dit révolution, dit soulèvement, dit on recherche l'indépendance, et qui avait déjà perdu l'Algérie quelques années auparavant, il était inconcevable pour les autorités françaises de perdre leur ancienne colonie. Donc, tout a été fait justement pour dresser un portrait négatif du gong, qui avait pour objectif donc de mener la Guadeloupe vers l'indépendance. Et donc, les événements de mai 67 ont été une occasion rêvée pour le gouvernement français de porter le chapeau sur les conséquences tragiques de ce qui s'est passé, avec la disparition de personnes dont d'ailleurs on n'a jamais retrouvé les corps. Il a fallu attendre 2016 pour que on reconnaisse le massacre les événements de mai 67 comme un massacre. Mais c'est sûr que le gong, en fait, même s'ils ont tué quelque part le groupe, ce n'est pas ce qui a empêché par la suite, dans les années 70-80, l'avènement d'autres groupes, l'ARC, le GLA et encore d'autres mouvements indépendantistes qui, cette fois-ci, ont fait part de leurs revendications de par la lutte armée. Donc, c'est la mise en place de bombes, donc des attentats simultanés à Paris, Guadeloupe, Martinique, même Guyane. Et là, en fait, je me dis que oui, le gong, c'est quelque chose qui n'a pas duré
de façon pérenne, entre guillemets, mais ça a été le là de la période indépendantiste que nos parents ont connu dans les années 70 et surtout 80. Il a fallu attendre 90 avec le cyclone Hugo, où il y a une intervention très rapide des autorités françaises, notamment du point de vue financier, pour redresser la Guadeloupe. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais étudié ça, les gens disaient que oui, heureusement que la France était là, sinon on aurait fini comme Haïti. Et d'ailleurs, les mouvements indépendantistes se sont retirés pour laisser place aux autorités françaises pour faire leur travail. Sauf que lorsqu'ils ont essayé de revenir à la charge, ça n'a pas pris. Vu ce qui s'est passé avec le cyclone Hugo, comment les autorités françaises ont réagi à cette époque? Le Guadeloupéen et la Guadeloupéenne n'a pas l'idée en tête de se dire que oui, on va reprendre le combat pour l'indépendance. Et c'est comme ça que quelque part, le mouvement, il a un peu baissé. Mais l'idéologie est toujours présente, mine de rien. Non, mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été très malin de la part de la France de réagir hyper rapidement. On continue sur le côté révolte sociale. Pourquoi la Guadeloupe a toujours de l'avance? Par exemple, 67 en Guadeloupe, puis à 68 en France, et 2009 LKP, et puis il y a les Gilets jaunes. Comment ça se fait que la France a toujours du retard par rapport à nous? Alors là, je ne sais pas comment te répondre à cette question-là parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'il faudrait regarder ça, analyser ça d'un point de vue sociologique du terme, et notamment au niveau historique. Quand je t'ai parlé justement de la révolution de 1801, il faut savoir qu'en 1794, la Guadeloupe et Haïti, et je crois peut-être d'autres, non, je crois qu'ils étaient les seuls, hein, à avoir connu une première abolition de l'esclavage, contrairement à la Martinique, par exemple, qui, elle, était sous protectorat anglais parce qu'ils ne voulaient pas justement arriver à ce stade-là. Même si la Guadeloupe est retournée à ce stade en 1802, pardon. Mais je me dis que, hormis l'histoire, j'ai toujours entendu dire que le Guadeloupéen était un peuple rebelle. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, je ne sais pas si c'est la même chose en Martinique, je ne peux pas m'avancer. Mais j'ai toujours entendu cette affirmation-là, que c'était un peuple guerrier, etc. D'ailleurs, justement, lors de la révolution de 1802, toutes les têtes des colons, justement, ont été massacrées. Et les derniers colons restants sont partis se réfugier en Martinique. Donc, justement, il y a une différence du point de vue de la politique sociale en Martinique, contrairement à la Guadeloupe. On dit justement île-sœur, mais il y a des différences. Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur un côté, c'est que moi, ça m'a toujours fait sourire les grèves en France, comparé aux grèves que je subis en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a une grève, c'est chaud cacao. Tu vois, même actuellement, je ne sais pas si tu as vu les vidéos qui tournent pour la grève de Canal+. Ah non, pas encore. Non, où il y avait les flics, ben, les gens poussaient les flics, etc. C'était, je sais pas, c'est assez spécial. Et pareil, même la manière dont le Guadeloupéen, quand il y avait la grève, au moment où les sociétés du BTP avaient bloqué la Guadeloupe pendant une semaine, et ensuite il y avait eu une autre grève qui s'est passée à Boucan-Sainte-Rose où ils avaient bloqué les routes. Et il y avait des vidéos qui tournaient et on voyait comment des Guadeloupéens parlaient aux gendarmes métropolitains où on leur disait dégage sale chien, c'était en mode coup de tête, etc. Et je trouve que les grèves ici, elles sont. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que ça me rappelle justement un ouvrage de Madame Blafran-Probo, j'espère bien prononcer son nom, qui justement, elle a écrit un bouquin concernant les conflits sociaux en Guadeloupe.
Donc, elle te fait toute une genèse un peu de ce qui s'est passé, etc. Et elle revient sur l'aspect identitaire et elle te démontre comment, de par les chants, donc la musique, le tambour, de par la gastronomie, donc on va cuire les plats, là, les racines, etc. Comment, de par ces petites caractéristiques-là, l'identité, quelque part, se transpose dans les conflits sociaux et qui, mine de rien, notamment avec l'usage du créole, mine de rien, appuie un peu plus les revendications des manifestants. C'est sûr que je n'ai pas lu encore le livre en entier parce que je me suis arrêtée à l'aspect identitaire des choses, mais je me dis que quelque part la culture peut-être Un pourrait pour être un facteur de pourquoi on nous explicatif. Ouais. explique ça. Mhm. On va terminer l'entretien. On est déjà pas mal, Ouais, un peu plus d'une deux heure heures. 40. Ouais. Ouais. Euh, tu as, tu as un partenaire que je connais un tout petit peu, Mhm. Neg Magazine. Et pourquoi Neg Magazine? Et d'ailleurs, tu m'as parlé de ton autre partenaire. Parle-moi un peu de tes partenariats, comment tu choisis tes partenariats. Et ouais, voilà. Et aussi, il y a une question que je t'ai pas posée, on en Mhm. parlera à la fin. Mhm. Pourquoi tu ne fais pas de live ou de choses comme ça sur Identité Caraïbe? Ouais, ça m'intéresse. Alors, concernant mes partenariats, alors, avec le Moacast, c'est lui qui il m'a contacté parce que il voulait justement mettre en avant l'histoire de la Caraïbe, donc autre que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Et comme il sait en fait que j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là, notamment au niveau de la géopolitique caribéenne, Ouais. donc il a fait appel à moi pour que, une fois comme ça, je vienne et que j'alimente son compte euh, pour faire partager mes connaissances. Donc, je suis revenue sur les événements de 1937, le massacre de 1937 en Haïti. J'ai parlé aussi dernièrement de Bob Marley, de la politique et notamment les rivalités politiques entre Manley et Siaga, donc en Jamaïque. Donc, je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus. Mais c'était surtout pour ça. C'était surtout pour cet aspect-là. Et concernant Neg Magazine, alors c'est sûr que la fondatrice qui est à la tête du magazine, c'est une amie très proche. Mais c'est sûr que nous partageons énormément de points communs donc qui tournent autour de la colonisation, la colonialité, la décolonisation, la littérature antillaise et autres. Et sachant que le deuxième numéro traitait de l'identité, Donc là, c'était parfait pour toi. c'était parfait. Je savais de toute façon qu'elle allait me contacter et je savais que pour moi, il était important justement d'apporter une contribution au magazine. Comme on l'a dit, hein, il y a énormément de personnes qui ont défini l'identité de diverses manières. Mais c'est sûr que lorsque je regarde un peu les choses, essayer d'apporter un peu des bases, je dirais, scientifiques et autres, donc en apportant mes connaissances, c'est déjà quand même très bien. Mais moi, en fait, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, on y va, banco. Déjà, même si je sais que c'est mon ami, mais ça parle d'un sujet qui m'intéresse. Donc, pour moi, il était impossible de dire non, en fait. C'est surtout pour ça. Non, mais je comprends. En tout cas, ben, merci à toi. Et je n'ai pas répondu à ta question concernant les lives. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, vas-y. Si je ne fais pas de live, moi, je ne suis pas quelqu'un très caméra. Je suis quelqu'un d'assez réservé, donc je sais que je me prononce beaucoup de par l'écriture, les posts, etc. Mais plus ça va, là par exemple, je fais mon deuxième podcast avec toi. Au mois de juin, j'ai fait un autre podcast avec une amie.
je me dis que quelque part, peut-être que dans un avenir proche, peut-être qu'il faudrait que je développe ce côté-là, ne serait-ce que déjà les podcasts. Parce que je sais qu'effectivement, comme tout le monde ne va pas prendre le temps de lire les longs articles ou bien de passer son temps derrière son téléphone, avec un podcast, oui, on apprend, on écoute la personne qui est derrière le micro, mais on a le temps de faire autre chose, de faire sa lessive, etc. Donc, je trouve que c'est aussi un bon moyen de faire passer ses connaissances et bien entendu de gagner en auditeur, en lecteur. Donc, c'est quelque chose sur lequel que j'aimerais développer là, incessamment sous peu. Mais Le podcast Identité Caraïbe. oui. Pourquoi pas? Mais c'est sûr que les lives, en fait, je n'aime pas ça. Je préfère être derrière la caméra que face caméra. Non, mais je comprends. Mais en tout cas, si tu fais un podcast, c'est simplement ce que je te souhaite déjà, mais je serai le premier à le relayer et le premier à écouter. Après, c'est vrai que, bon, moi, la lecture, j'aime ça, mais c'est vrai que quand je reste un petit moment sans lire, relire à nouveau, c'est épuisant, c'est fatigant, ça demande au cerveau de reprendre les choses. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait le format podcast. C'est ce que tu disais, c'est que tu as dans tes oreilles, que tu fais ce que tu as à faire et que tu n'as pas forcément l'image qui te bloque un endroit ou qui bloque ton téléphone. Tu peux faire ce que tu veux, c'est dans tes oreilles. Et puis même, tu vas au boulot, quoi. Tu vas au boulot, tu mets ça sur ta voiture et tu écoutes le podcast en allant au travail. En revenant, tu as fini d'écouter. Et puis voilà, et puis c'est facile d'accès, c'est facile à faire. Donc voilà. Merci à toi. Merci pour ton Merci travail. surtout à toi. Merci de l'invitation. J'ai beaucoup apprécié. C'est un plaisir. Je pense qu'on fera peut-être d'autres épisodes sur des sujets peut-être un peu plus particuliers. Ouais. Et peut-être avant que tu lances ton propre podcast, on parlera peut-être de sujets comme actuellement ce qui se passe en Haïti ou à Cuba, etc. Ça serait bien qu'on fasse des trucs peut-être un peu plus courts, d'un nouveau format, un petit truc comme ça, on en parle peut-être 10-15 minutes. Je trouvais ça peut-être assez sympa. Donc voilà, merci pour ton travail. Merci beaucoup à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA Podcast 97, pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.